Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question ensemble de qu'est-ce que c'est que la vraie Thaïlande. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent parmi les expatriés ou parmi les voyageurs qui vont en Thaïlande, de savoir est-ce que, par exemple, Bangkok, c'est la vraie Thaïlande ou est-ce que la campagne est plus vraie que Bangkok. Alors, ça, c'est quelque chose qui va se poser pour la Thaïlande, mais pas que pour la Thaïlande. C'est une question à laquelle je suis confronté depuis longtemps et peut-être d'ailleurs même encore plus en Inde qu'en Thaïlande. Alors pour réfléchir à ça, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a une grosse différence entre les villes et les campagnes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu partout sur Terre. C'est un phénomène qui s'est fortement accéléré dans les dernières décennies. C'est-à-dire que les villes du monde ont tendance à s'uniformiser. On va avoir des comportements généraux, mais aussi des comportements de consommation parmi les citadins qui vont de plus en plus se ressembler. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on va voir très facilement dans les malls. Donc, si je vous mets des photos, là, qu'on soit à New York, à Casablanca, à Delhi, à Mexico ou à Bangkok, il est très difficile de savoir où on se trouve. Tout est fait pour qu'il y ait cette uniformité, cette uniformisation, qui fait qu'on pourrait être n'importe où sur Terre en rentrant dans ces malls. Donc ça, c'est une chose qui est assez perturbante, hein. On va la retrouver beaucoup dans toutes ces grandes chaînes, que ce soit McDonald's, KFC ou Starbucks. Voilà, on ne va pas faire toute la liste. Voilà, toutes ces grandes chaînes cherchent ça, cherchent cette uniformisation et que le client peut retrouver les mêmes produits avec la même mise en scène partout sur Terre. Et ça, en opposition à la ruralité, aux villages des campagnes, qui, eux, ont tendance à avoir encore un pied dans leur tradition, ce qui les rend, aux yeux des voyageurs, plus authentiques. Et ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que cette authenticité que recherchent tant les visiteurs, les voyageurs et les touristes? Donc l'authenticité, c'est un thème qui est constamment repris par les marchands, par les vendeurs de voyages, par les guides, où on va vous proposer de visiter le vrai pays, la vraie authenticité du pays dans lequel vous allez, que ça soit en Thaïlande ou ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette authenticité? Voilà, quand on dit moi je veux voir la vraie Thaïlande, moi la question que je me pose, c'est quand vous êtes à Bangkok, que vous êtes face à des gens qui vont aller acheter un truc chez H&M ou chez Zara, est-ce qu'ils sont moins Thaïs que les autres Thaïs? Voilà, est-ce que c'est moins la Thaïlande que le reste de la Thaïlande? Qu'est-ce que pour nous, visiteurs, on entend par la vraie Thaïlande ou l'authenticité? Et cette notion-là, en fait, elle s'inscrit dans notre histoire, qui est une histoire qui a aussi été construite dans la littérature. C'est-à-dire que depuis le 15e, 16e siècle, on a des gens, des voyageurs qui nous disent qu'ils sont allés dans des pays très lointains et qui viennent rapporter que là-bas, les gens sont plus vrais que chez nous. Ça a un petit peu commencé avec Montaigne, qui essaye de décrire les Amérindiens en les présentant comme des gens qui sont plus purs et plus bons. C'est la naissance du bon sauvage, de l'idée du bon sauvage qui va être reprise par Rousseau et qui va nous accompagner tout au long de notre histoire jusqu'au XXIe siècle. Donc on fait un peu une association que plus c'est loin, plus c'est pur, plus c'est authentique, mais on le fait aussi dans le passé, c'est-à-dire que avant c'était toujours mieux qu'aujourd'hui. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à Katmandou il y a une trentaine d'années, je rencontrais des voyageurs qui me disaient, moi la première fois que je suis venu à Katmandou c'était il y a 20 ans, donc c'était à l'époque de cette grande vague des hippies qui partaient sur les routes de l'Inde et qui finissaient à Katmandou, et qui me disaient que Katmandou était beaucoup plus vrai il y a 20 ans que maintenant. Et je suis sûr que si on va à Katmandou aujourd'hui, on va trouver des gens de mon âge qui vont dire « Mais moi, je me souviens, il y a 30 ans, Katmandou était plus pur, était plus vrai, était plus authentique que ce qu'on va trouver aujourd'hui. » Et on va avoir un petit peu la même chose à Bangkok. Souvent, les gens me demandent Est-ce que tu trouves que Bangkok a beaucoup changé en 30 ans ?» Moi, je trouve que ça n'a pas tant changé que ça. Alors évidemment, il y a eu plein de modernités qui se sont mises en place, tous ces écrans qui sont arrivés et qui modifient quelque part le comportement des gens, mais le comportement général des Thaïs, la culture générale, n'a pas tant changé que ça. Donc on fait une association, ce qui est vrai, ce qui est pur et ce qui est authentique, est loin et ancien. On va avoir ça aussi, par exemple, chez les anthropologues. Dans Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss dit qu'il arrive déjà trop tard, que la modernité est arrivée, que les Indiens sont déjà acculturés, qui sont déjà pourris par l'alcool, par des vêtements manufacturés qu'il va déplorer. On va avoir la même chose
chez les voyageurs du XVIIIe et du XIXe siècle qui partent avec une image déjà en tête de ce qu'ils vont trouver. Et quand ce qu'ils trouvent ne correspond pas à cette image qu'ils en ont, ils estiment que ce n'est pas le vrai monde qu'ils sont venus chercher. J'ai travaillé un petit peu sur un voyageur du XIXe siècle qui écrit un livre en 1880, qui est Émile Chabran, un voyageur de la vallée de l'Ubaye qui avait fait fortune au Mexique. Quand il arrive au Japon, c'est un de ses buts du voyage, c'est de voir le Japon, parce que depuis la moitié du XIXe siècle, on a une grande mode du japonisme en France. Donc il y a toute une littérature, il y a beaucoup d'images qui circulent, et il y a tout un romantisme qui va se faire autour du japonisme, donc du Japon. Et donc les voyageurs vont partir au Japon en espérant retrouver ça, sauf que entre-temps, le Japon a beaucoup changé parce qu'il y a eu toute cette vague de modernité de l'époque Meiji qui va être mise en place et le Japon va se transformer très rapidement. Et quand les voyageurs arrivent, ils sont tout de suite choqués et déçus par ce qu'ils voient parce que les Japonais ne sont plus des samouraïs en kimono, mais c'est devenu des gens du XXe siècle qui s'habillent à l'occidental. Je peux vous lire un extrait d'ailleurs de ce Émile Chabran. Jugez de ma surprise quand ce matin, en sortant de ma chambre, je trouvai sur la porte de l'hôtel mon guide affublé d'une redingote noire, d'un pantalon à carreaux qui lui arrivait à mi-jambe et chaussé de bottines de dame. Un chapeau mou enfoncé jusqu'aux yeux complète la métamorphose. Il est affreux. Je l'engage à reprendre au plus vite sa belle robe de soie, car nous allons partir. Il m'obéit tout penaud en disant qu'il avait cru m'être agréable. Départ à 10h par la gare de Saint-Nomiya. Pas japonais du tout, l'embarcadère, l'éternelle gare des Batignolles. J'en veux un peu aux civilisations exotiques de copier si fidèlement nos laideurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez de nombreux voyageurs. Toujours cette déception par rapport à ce qu'ils avaient imaginé et de ce qu'ils voient. Et des fois, c'est difficile de faire cohabiter ces deux choses-là. Il y a quelque chose qui est assez connu actuellement dans l'époque moderne, c'est les espèces de décompensations que vont faire des Japonais en arrivant à Paris, parce qu'il y a tout un fantasme sur cette ville de l'amour, sur cette ville lumière, une ville magnifique, qui, quand ils arrivent en vrai à Paris, certaines personnes ne vont pas supporter cet écart entre ce qu'ils voient et ce qu'ils avaient imaginé. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, il y a un exercice très facile à faire, c'est de prendre les photos des voyageurs, mais y compris nos propres photos, et d'essayer de les analyser. Quand on fait une photo, en général, c'est pour la montrer. Et qu'est-ce qu'on veut montrer, mais surtout, qu'est-ce qu'on ne veut pas montrer? C'est-à-dire que vous allez faire des photos en Thaïlande ou dans un autre pays, et vous remarquerez que vous avez instinctivement tendance à essayer d'écarter les choses qui ne vont pas être perçues comme totalement authentiques. C'est-à-dire que si vous prenez une vieille boutique avec une vieille dame qui est en train de vendre des légumes ou des fruits sur la route, vous allez recadrer pour essayer de dégager du champ le McDo qui est là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, mais de façon inconsciente. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va enlever ce qu'on n'estime pas être authentique. Et donc là, on arrive à des vrais paradoxes, parce que si on demande à n'importe quel étranger, et surtout en Asie, qu'est-ce que c'est que pour eux que la France, pour eux, la France, c'est Paris. C'est pas la peine d'aller dans les campagnes pour essayer de trouver la France. Elle ne correspond pas à l'image qu'ils en ont. Alors peut-être que nous, quand on va en Asie, ce qu'on va essayer de chercher, au contraire, c'est cette ruralité, c'est cette campagne qui va correspondre un peu mieux aux images qu'on a en tête. Et ces images, il faut avoir conscience qu'elles ont été fabriquées. C'est-à-dire qu'on a été éduqué à voir certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui avait été très bien montré par l'anthropologue Philippe Descola dans son anthologie des images, que vous pouvez retrouver dans ses cours du Collège de France. Il montre comment on a été habitués, nous, Européens, à reconnaître un paysage et à le trouver beau. C'est-à-dire qu'à travers la peinture, à travers des siècles de peinture, on nous a éduqués à nous dire ça c'est beau, et c'est parce qu'on a été éduqué à ça qu'on va le trouver beau. Vous allez pouvoir prendre d'autres personnes du monde face au même paysage que vous, ils ne vont pas du tout avoir la même lecture. Et ils vont même pouvoir trouver laid quelque chose que vous trouvez beau. Et on a la même chose avec les pays eux-mêmes. Là, c'est pareil, si je reviens au 19e siècle, à tous ces voyageurs qui ont commencé à ramener les premières cartes postales, les premières photos pour montrer au retour de leur voyage ce qu'ils avaient vu, toutes ces photos étaient faites en studio pour des problèmes techniques, parce qu'on ne pouvait pas faire des pauses longues avec des gens en extérieur, parce qu'il fallait pouvoir contrôler la lumière et tout ça. Et on va mettre en scène des personnages dans des studios et habillés
avec des vêtements qui correspondent à ce que le voyageur a envie de montrer au retour chez lui de ce qu'il aurait voulu voir dans le pays où il est allé. Donc c'était aussi une façon de pouvoir gommer, de pouvoir enlever ce qui ne correspondait pas à une forme d'authenticité qu'il pouvait ne pas trouver dans ces pays. Donc sur cette idée des paysages qu'on va trouver beaux ou pas, il faut bien avoir conscience que c'est quelque chose qui nous a été offert, qui a été travaillé. Daniel Defoe, dans son roman sur Robinson Crusoe, qui est écrit au XVIIIe siècle, pour lui, l'île déserte, c'est un cauchemar. Et on nous a travaillé, on nous a préparé par des publicités, par des récits, par des documents, à commencer à fantasmer une île déserte. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à plein de gens qu'est-ce que va être leur rêve si ils pouvaient avoir beaucoup d'argent, ne plus travailler. L'île déserte devient un rêve absolu, mais qui a été quelque part construit chez nous. Donc voilà, si j'en reviens à cette authenticité que va chercher les voyageurs, en Thaïlande, on va avoir tendance à penser que la vraie Thaïlande se situe dans les villages, se situe loin, de plus en plus reculée dans les campagnes et de plus en plus ancrée dans des traditions qu'on perçoit comme plus authentiques. Alors moi aussi, je vis exactement la même chose, hein. J'essaye, quand je suis à Bangkok, d'éviter toute cette zone de Sukhumvit qui pour moi est un cauchemar, hein, parce que ça ne ressemble en rien à ce que j'ai envie de vivre en Thaïlande. Mais si vous partez tout au bout de Sukhumvit, là sur Siam Square, qui est vraiment ce gros concentré des malls, de tous ces gros magasins qui sont un peu cauchemardesques, je vous invite à rentrer dans n'importe quelle ruelle et très rapidement, vous allez vous retrouver dans un tout autre Bangkok. Et si vous traversez le petit canal qui se situe au bord de la maison de Jim Thompson, vous allez vous retrouver dans le quartier de Ban Krua, qui est un quartier très authentique, si ce mot veut dire quelque chose, de Bangkok. Là, on a une communauté qui est très ancienne de musulmans Cham, qui est restée assez fidèle à ce qu'on pouvait trouver, je pense, il y a 50 ans à Bangkok. On a encore beaucoup de maisons en bois. Et c'est un quartier qui est considéré comme un bidonville, comme un slum, comme un quartier insalubre par les autorités de Bangkok et qui est destiné à disparaître à court ou moyen terme. Est-ce que Bangkok, c'est la vraie Thaïlande? Moi, j'aurais tendance à répondre oui, puisque Bangkok est un empilement et une espèce de millefeuille de réalité qui se superpose, d'une espèce d'hyper-modernité qui a de plus en plus tendance à manger l'ancien Bangkok, à le ronger. Mais vous voyez bien que toute la communication des autorités touristiques de Bangkok essaie de communiquer justement sur un héritage, sur un patrimoine qui est très ancien, qui est lié à tous ces temples, au palais royal, aux vieilles bâtisses. Qu'est-ce que c'est aussi que Bangkok? Bangkok, c'est une très grosse ville, il y a 10-12 millions d'habitants. Et une grosse partie de ces gens-là sont des provinciaux de toute façon. Donc c'est des gens que vous pourriez percevoir comme authentiques dans leur environnement, dans leur village de Lisan, mais je ne vois pas en quoi ils sont moins authentiques et moins vrais quand ils sont dans Bangkok. Alors évidemment, ils sont dans un contexte qui fait que leurs comportements sont complètement modifiés. La ville elle-même de Bangkok a été construite un petit peu de façon à éclater toutes les solidarités qu'il pouvait y avoir, des solidarités de classe, des solidarités de villageoises. Et ça donne un petit peu une dissolution comme ça du tissu humain. En tout cas, comme les Parisiens sont largement des gens des provinces qui sont venus vivre à Paris, Bangkok est largement une ville peuplée de provinciaux, mais aussi d'émigrés qui vont venir de Birmanie ou du Cambodge ou du Laos. Donc moi, quand on me demande où est la vraie Thaïlande, j'ai un petit peu tendance de façon provocante à dire c'est à Bangkok, parce que Bangkok, ça va être un concentré de tout ce qu'est la Thaïlande, de tout cet héritage historique qui est très important, qui se situe là, comme il se situait à Ayutthaya avant la destruction de l'ancienne capitale. La Thaïlande était concentrée, enfin en tout cas le Siam était concentré à Ayutthaya avec tout ce que ça pouvait comporter, et aujourd'hui on va le retrouver à Bangkok. Donc on va avoir toute cette modernité, mais aussi tout cet héritage historique, mais aussi culturel, parce qu'à l'intérieur de Bangkok, on va avoir une grosse partie de ce qu'est la culture thaï ou siamoise sur les dernières centaines d'années. Alors ça efface pas évidemment toutes les campagnes, toutes les minorités qui vont pouvoir vivre aux marges de la nation thaï, hein, de toutes ces tribus qui sont au nord de la Thaïlande, au sud de Chiang Mai,
de toutes ces communautés qu'on va retrouver au sud, des populations musulmanes d'expression malaise, tous ces gens qui vivent dans la montagne, qui vivent au contact de la mer, qui sont des pêcheurs, qui vivent sur des réalités qui sont totalement différentes de celles des citadins. En tout cas, on ne peut pas dire que les gens qui vivent dans les campagnes sont plus vrais ou que la campagne est plus la vraie Thaïlande que Bangkok. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que souvent, nous, en tant que touristes, en tant que visiteurs ou en tant que résidents en Thaïlande, on a souvent envie de voir certaines choses et de vouloir ne pas voir d'autres. Et en tout cas, chez les touristes et les visiteurs, on aura toujours cette tendance à chercher l'authenticité. Et c'est quelque chose dont j'ai été moi-même acteur. J'ai travaillé de façon saisonnière sur un col d'altitude dans un parc national en France. Donc j'étais régulièrement confronté à des touristes qui me questionnaient sur mon travail. Donc je travaillais dans un parc national. C'est quelque chose qui renvoie à tout un imaginaire chez les gens qui vont en vacances en montagne. Ce qu'ils appellent le guide ou le garde, qu'ils ont tout un imaginaire qui va venir là-dessus. Et quand ils commencent à me questionner, et comment vous faites l'hiver ici avec la neige, je leur disais, mais ici personne ne vit l'hiver en altitude, il y a beaucoup trop de neige et c'est pas possible de vivre là. Donc ils imaginent tout un tas de trucs, ils vont dire, bon alors vous êtes berger ou vous êtes vacher, ou alors vous travaillez dans des stations de ski, vous êtes moniteur de ski ou quelque chose comme ça. Et quand je leur disais, non, je vis à l'étranger pendant 6 mois de l'année, je vis en Asie ou en Inde, je voyais un petit peu de déception dans leurs yeux parce que ça correspondait plus du tout à l'image qu'ils se faisaient de la personne que j'étais censé être. Donc on peut tous à un moment être exotisés de cette façon. Et c'est quelque chose qui est connu par exemple chez les anthropologues où on doit se méfier de ce que les gens vont nous montrer ou vont nous dire parce que des fois ils ont envie de nous dire des choses qui vont correspondre à ce que nous on a envie d'entendre ou des choses qu'on a envie de voir. Donc il y a des blagues qui circulent autour de cette idée-là. Donc bien sûr, chacun, on va vivre notre expérience, on va vivre ce qu'on trouve sympa, mais c'est quand même toujours important de garder à l'idée que tout ça, toutes ces idées d'authenticité, de vrai, de bon sauvage, de tout ce qui est éloigné, de tout ce qui est ancien, est survalorisé dans notre culture et que tout ça, ça a été construit. C'est quelque chose qu'on a appris à travers des dizaines d'années, mais aussi à travers des siècles, à travers la littérature, à travers la peinture, à travers le cinéma et aujourd'hui à travers la publicité, notamment des voyagistes qui veulent toujours nous proposer des voyages authentiques, des voyages qui sont vrais, en opposition à quelque chose qui ne le serait pas. Donc quelque part, pour pouvoir être plus libre, il faut être conscient de toutes ces choses-là. Voilà pour ces histoires d'authenticité. Ce que je peux en dire, ça vaut que ce que ça vaut, hein, c'est juste ma position à moi. Vous pouvez me donner en commentaire votre position, comment vous voyez les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis, on en reparlera certainement un jour. Voilà. Je vous invite à commenter cette vidéo fortement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.